précédente, 24 000 hectares d'espaces naturels, agricoles, forestiers ont été consommés chaque année en France. En moyenne, ça fait quand même à peu près 5 terrains de football par heure. Donc le gouvernement fait de la lutte contre l'artificialisation des sols une réforme prioritaire. Donc jusque-là, il a tout bon, Morgane Colombert. Vous partagez son diagnostic? Alors oui, puis en plus, on a été retrouver les mêmes chiffres toutes les deux. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, en gros, 24 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers grignotés par an, ça équivaut à la Seine-Saint-Denis, donc chaque année, qui est artificialisée. Donc c'est quand même une surface très importante. Alors c'est vrai qu'ils utilisent le 5 terrains de football par heure également pour un peu se formaliser. Qu'est-ce que ça représente comme enjeu. Et donc, en effet, le diagnostic, il est partagé. Il y a un certain nombre d'actions qui sont lancées et engagées. Alors, construire la ville sur la ville, oui, on parle de construction, mais il y a l'existant. Travailler sur l'existant, il y a énormément de pistes, sauf que sur l'existant, il y a pas mal de contraintes. Alors, quels sont les termes de cette équation, d'après vous ? Alors en effet, reconstruire la ville sur la ville, c'est vraiment un enjeu donc, qui a été initié par ce besoin de limiter l'artificialisation des sols, et donc de limiter l'imperméabilisation, mais aussi tout ce qui est tassement, pollution, etc. Donc l'artificialisation, c'est pas uniquement le fait de mettre, on va dire, une route en béton. Un jardin de particulier, c'est de l'artificialisation des sols. Donc on voit en quoi le fait de vouloir arriver à zéro artificialisation nette en 2050 est un objectif quand même assez ambitieux. Il y a ce besoin de logement qui était évoqué aussi en introduction, qui fait partie, on va dire, de l'équation. Et donc, ça nécessite de reconstruire la ville sur la ville. Ça interroge aussi sur ce qui fait la ville. Alors, ça a été pas mal évoqué dans les tables rondes ou introductions précédentes. On veut maintenant ramener de la mixité fonctionnelle, on ne veut plus donner la même place à l'automobile, c'était évoqué. On veut ramener aussi des espaces végétalisés en ville. Donc on doit repenser qu'est-ce qui fait la ville. Et alors moi, j'ai souvent l'habitude, quand je fais des interventions, c'est que en fait, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que c'était évoqué en introduction. On sait concevoir une ville pour le climat d'aujourd'hui. On sait concevoir une ville pour le climat de Madrid, de Canberra. Mais par contre, aujourd'hui, en fait, on doit reconstruire nos villes pour un climat dont on ne sait pas lequel ce sera dans 20, 50, 100 ans. Donc comment on fait c'est la tendance quand même. Les températures montent, Elisabeth Lévy nous l'a bien expliqué quand même, la tendance, elle est pessimiste, mais elle va dans le mauvais sens, quoi. Mais c'est pas la même ville qu'on a à Madrid, c'est pas la même ville qu'on a dans le nord de l'Afrique du Nord. Donc comment on fait pour réintégrer cette incertitude? Donc on voit que c'est un enjeu qui va être assez complexe. Et puis il y a une concurrence entre les terres, il y a un problème de foncier. Je me suis laissé dire effectivement que la population s'accroît inexorablement, donc il faut plus de terres cultivables pour la nourrir, plus d'espace disponible pour la loger. Or, la surface au sol disponible, elle n'est pas extensible à l'infini. Donc vous conseillez, vous analysez ces choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on doit reconstruire la ville sur la ville. Il y a l'impératif écologique qui a été pas mal abordé quand même dans la table ronde précédente. Alors il y a énormément de guides pour accompagner comment on fait cette reconstruction de la ville sur la ville. Faut aborder la question de la sobriété, donc dans la consommation des ressources et de l'énergie, la résilience notamment face au changement climatique, l'inclusion et la création de valeur sur les territoires. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le guide de l'aménagement durable. Et donc c'est vrai que ça nous incite aujourd'hui à favoriser la rénovation plutôt que le processus qu'on avait beaucoup de destruction, reconstruction. Alors il y a plein de mots, alors je ne sais pas si ce sont des mots valises, mais on utilise beaucoup recyclage immobilier, recyclage foncier, régénération urbaine, qui étaient également utilisés. En fait, reconstruire la ville sur la ville, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. On a de nombreux exemples sur ce qu'on a fait. Et alors en quoi c'est un enjeu, c'est que on s'est amusé il n'y a pas très longtemps avec l'équipe à Efficacity. Il y avait un acteur de la région de Strasbourg, de la SPL des Deux-Rives, qui nous demandait: est-ce que vous pourriez pas me sortir un petit chiffre rapidement, j'ai une réunion. J'aurais besoin de montrer juste en fait en quoi c'est un atout de faire plutôt de la rénovation plutôt que de la démolition-reconstruction. Donc on lui avait fait le petit exercice sur un certain nombre de mètres carrés de son bâtiment. Alors on s'aperçoit qu'en fait,
en intégrant justement ce poids carbone lié aux matériaux, de jouer sur la question de la rénovation. C'est 20% d'économie d'énergie, 20% d'économie carbone, ou 20% plutôt de moins de carbone, parce que je ne sais pas si on peut vraiment parler d'économie, par rapport à faire de la démolition-reconstruction. Alors c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, puisque forcément, en fonction du contexte, du projet, etc., on peut avoir des ordres de grandeur qui peuvent varier. Mais par contre, si on travaillait en plus sur des systèmes énergétiques plus vertueux, on pouvait aller avec des chiffres qui allaient jusqu'à 50%. Alors parfois, on a l'impression qu'il y a des solutions simples. Certains parlent de il suffit de végétaliser. Et c'est la panacée ou non? Alors, en fait, toute la difficulté de reconstruire la ville sur la ville, c'est qu'on va avoir, c'était évoqué aussi par plusieurs personnes, il y avait le terme, j'aimais beaucoup, qu'a utilisé Marjolaine Grisard, de travail en finesse, c'est qu'en fait, à chaque fois, on va avoir des spécificités sur chacune des opérations. Aucune opération n'est similaire à une autre. Donc on ne peut pas être en permanence sur on ne peut pas dupliquer finalement des solutions un peu toutes faites comme on peut l'avoir dans le neuf. On est obligé de travailler finalement avec à chaque fois ce qui nous reste, ce qu'on a sur le terrain. Donc on est obligé de faire en permanence du sur-mesure. Et alors il y a eu beaucoup de, si on va chercher un peu sur les exemples, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur les friches militaires par exemple. Je ne citerai pas tous les projets, puis je ne les connais pas tous. Mais il y a le projet EDELAY 26 à Dijon, il y a le quartier Élysée à Montigny-les-Metz, il y a la caserne de Reuilly un peu plus près de chez nous à Paris. Donc il y a énormément de friches militaires, par exemple, en plein cœur de ville qui ont été reconstruites. Il a fallu repenser en fait, des bâtiments qui n'avaient pas été conçus pour des activités de logement, de tertiaire, pouvoir finalement leur donner de nouvelles destinations. Il y a eu tout un travail aussi sur des friches industrielles urbaines. Donc là, dans le cadre, par exemple, des démonstrateurs de la ville durable, donc qui sont accompagnés notamment par la Banque des Territoires, il y a énormément de friches industrielles à Auxerre, à Mulhouse, qui sont des projets d'ailleurs qu'on accompagne. Mais en fait, typiquement, ces friches industrielles, elles ont été pas mal mises on va dire en avant dans le cadre de l'actualité, parce que parfois ce sont des friches donc très polluées. On se souvient de tous les débats qu'il y a eu avec l'île Seguin. Donc voilà, c'est des spécificités aussi quand on va venir reconstruire la ville sur la ville, c'est qu'on va avoir finalement pas un terrain vierge ou agricole sur lequel on peut aller facilement construire du neuf. Il va falloir mettre en place un certain nombre de dispositifs. Mais il y a énormément de projets. Alors là, je vais citer par exemple le projet Saint-Vincent de Paul qu'on a accompagné dans son évaluation carbone, mais ce qui a permis en fait de bien se poser la question comment un projet comme ça, qui part finalement d'un quartier qui est plutôt de l'ordre de l'hôpital, pour en faire un quartier de ville, donc avec des activités commerciales, tertiaires, donc pour bien le décrire, logement. Si on est à Paris 14e, c'était quoi la finalité, ou vous pouvez parler Donc, c'était le site d'un ancien hôpital, et l'objectif, c'était vraiment d'en faire un quartier de ville, donc avec des activités tertiaires, commerciales, du logement. Et donc, qui a vraiment poussé très loin cette démarche de reconstruire la ville sur la ville en exploitant finalement ce qui existait déjà. Donc, on n'a pas fait, entre guillemets, tabula rasa de ce qui existait. Et il y a eu énormément, ils ont énormément privilégié la transformation plutôt que la démolition. Ils ont énormément travaillé sur l'urbanisme bioclimatique, les matériaux biosourcés. Et il y a vraiment eu une approche à travers le carbone en évaluant cette empreinte carbone associée à ce projet. Et ça fait partie, dans tous les projets que l'on a pu accompagner en termes d'évaluation carbone, des projets les plus vertueux qu'on a pu avoir à évaluer. Et est-ce qu'on se pose les bonnes questions effectivement sur le logement et puis dans la ville? Qu'est-ce qui fait la ville? Pendant des années, on a dit bon, faut voir quelle place on accorde à la voiture. Récemment, quelle place on donne au vélo. Pour construire la ville sur la ville, faut se poser les bonnes questions. Quelles sont-elles? Alors, il y a plein de questions à se poser. C'est pour ça que ce n'est pas un exercice facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça réinterroge qu'est-ce qui fait la ville. On le voit avant, on pouvait avoir ce regard sur la ville fonctionnelle. Donc finalement, chaque quartier a sa propre fonction. Il y avait une place très très importante à la voiture. Ça, c'est quelque chose qui a été énormément réinterrogé avec tous les enjeux qui ont été largement abordés, je pense, précédemment et puis aussi peut-être sur la journée précédente. Ce qui est aussi
intéressant quand on aborde à la limite à la fois la reconstruction de la ville sur la ville, mais de manière générale aussi l'aménagement urbain. Ça a été évoqué énormément dans les tables rondes précédentes, et c'est ce sur quoi on a de la chance, on travaille là-dessus à Efficacity. Et je cite souvent en moyen d'introduction une phrase de William Thompson, qui est plus connu sous le nom de Lord Kelvin, qui est « If you cannot measure it, you cannot improve it ». Donc en gros, si tu n'es pas capable de mesurer, tu ne peux pas aller vers une amélioration finalement de ton système. Et on le voyait, j'ai repris quelques petites phrases, donc la data plutôt que le blabla, qui était évoqué par Elisabeth Laville, le fait de Aurélie Godillard qui disait savoir d'où l'on vient, avec l'importance du diagnostic, était évoqué aussi la pluralité des systèmes énergétiques par Guillaume Henné. On voit qu'il y a besoin finalement de connaître, et connaître, ça peut aussi nécessiter de pouvoir accompagner, de chiffrer, de faire des diagnostics assez précis. Et à Efficacity, on accompagne beaucoup justement pour apporter finalement de l'évaluation chiffrée. Et c'est pas tant un besoin tout le temps parce qu'on ne savait pas que tel élément avait un poids carbone, par exemple, plus important que l'autre, mais en fait, ça permet de légitimer un certain nombre de décisions. Ça permet d'apporter du chiffre dans les discussions qu'on peut avoir avec l'ensemble des parties prenantes d'une opération d'aménagement, qu'elle soit en reconstruction d'ailleurs, ou qu'elle soit en neuf. On parle des bonnes pratiques, c'est important. En termes de volume, quel est le besoin de logement en France? Parfois, on disait il manque, il y a une pénurie de 500 000 logements, on jette en pâture des chiffres. Pour ce dont on parle, quels sont les ordres de grandeur? Alors, j'en ai pas, et en plus, j'ai l'impression que ce sont toujours des chiffres qui font énormément débat. Donc, il y a en effet on va dire ce discours qui dit qu'il y a un besoin de logement. Souvent, moi, je pense qu'il y a aussi finalement plus une inadéquation aussi entre l'offre de logement qui est présente et les besoins en logement qu'il peut y avoir. Parce que finalement, on nous parle aussi énormément de bâtiments, de bureaux, de logements vacants. Donc, c'est qu'à un moment donné, ça ne matche pas quelque part. D'où aussi la nécessité finalement de retravailler quand on reconstruit la ville sur ce qui fait la ville. Est évoqué le fait que ce n'était pas uniquement finalement une somme de bâtiments, c'est aussi un certain nombre de relations sociales. Donc c'est pour ça que dans l'ensemble des projets très forts de reconstruction de la ville sur la ville, des projets de reconversion de friches, d'hôpitaux, etc., il y a une dimension très très forte autour finalement de l'engagement des différentes parties prenantes dans le cadre de ces projets. Eh bien, est-ce qu'on, je ne sais pas s'il y a une petite séquence de questions-réponses. Je sais qu'on a des professionnels, on profite qu'on a une experte, on a des magnifiques jeunes femmes qui ont un micro dans la main. Genre, je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, Morgane Colombert, peut-être que vous vouliez conclure. Alors, je reviendrai presque. Enfin, non, je crois. Ah, voilà, c'est venu, je n'avais pas vu, excusez-moi. À vous. Si vous voulez bien vous présenter. Bonjour. Je me demandais, pour vous, quel est le rôle du coup de reconsidérer les structures des bâtiments afin d'arriver à la ventilation passive dans la ville de demain? C'est un indispensable, entre guillemets, si on veut aller vers plus de sobriété énergétique, il faut forcément faire en sorte qu'on puisse aller vers de la ventilation, on va dire, passive de nos bâtiments. Après, il y a un certain nombre d'études qui montrent que beaucoup de bâtiments, malgré cette réflexion pour aller vers on va dire de la ventilation passive, donc sans moyens techniques, ne vont pas rester vivables. Donc il y avait des modélisations qui avaient été faites par des équipes du CIRED, de Météo France, etc. Et donc qu'est-ce qu'on fait de ce bagage, on va dire, de bâtiments qui ne va pas pouvoir demeurer vivable en période de canicule notamment. Donc c'est toute la difficulté, c'est qu'autant on comprend bien ces objectifs, autant une fois qu'on a tout un cadre bâti qui est déjà construit, ça reste plus compliqué. Et en plus, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a énormément de bâtiments anciens qui étaient très bien conçus initialement, avec cette logique, par exemple, de bâtiments traversants,
et qui, au fur et à mesure finalement des rénovations intérieures de ces bâtiments, de redécoupage des appartements par exemple à l'intérieur des bâtiments, ont complètement cassé cette logique un petit peu de conception bioclimatique que l'on avait dans ces bâtiments-là. Et donc là, on se retrouve finalement avec aussi un stock de bâtiments dont il faudrait complètement revoir l'organisation finalement intérieure. La question de la méthode, pour conclure, c'est quand même une question majeure, quoi, qui fait qu'on avance ou pas. Hein. Alors, la méthode, elle est un peu compliquée, mais nous, ce qu'on préconise, et c'est ce qui se met en place, c'est d'apporter en fait beaucoup d'expertise et de connaissances dans les phases amont de conception. On voit que c'est été évoqué, alors c'est moins mon sujet, mais la question des coûts associés finalement à un certain nombre de solutions de sobriété énergétique. Finalement, la maîtrise des coûts, elle se fait aussi quand on fait les bons choix au bon moment et qu'on n'arrive pas finalement un peu trop tard, les coûts sont déjà partis, et où finalement revoir un petit peu des problématiques de conception, de reconstruction, etc., ça devient de plus en plus coûteux. Donc pour moi, c'est vraiment de venir amener de plus en plus de l'expertise, de la connaissance dans ces phases amont de conception. Merci beaucoup, Morgane Colombert. Elle est diplômée de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris, docteur en génie urbain, surtout directrice des études des partenariats chez Efficacity, l'Institut de recherche et développement pour la transition énergétique et écologique de la ville. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci, Morgane Colombert.